Général du cluster Métatlantique. On est une association œuvrant sur les Pays de la Loire. On représente environ 45 organisations adhérentes, principalement des entreprises industrielles et des entreprises de services, sur un large spectre de la chaîne de valeur de la production du biogaz jusqu'au développement des usages, notamment sur la mobilité bio-GNV. Notre mission, elle est de développer une instance de représentation, de communication et d'appui à la professionnalisation et la compétitivité des adhérents régionaux, au plus proche du terrain, évidemment, et en résonance, voire aussi en partenariat avec les différents acteurs nationaux, ainsi que les instances de la région Pays de la Loire. Voilà, je suis donc ravi d'animer aujourd'hui cette séquence sur l'amélioration de la compétitivité de la filière. Sans en dresser un constat exhaustif, chacun de vous connaît l'importance pour la filière biogaz de maîtriser justement les coûts de production de cette énergie verte, notamment dans le contexte de baisse tarifaire, le contexte de baisse dégressive plutôt des tarifs d'achat du biométhane à partir de 2023. Ce sera rappelé dans quelques instants, dans quelques minutes par l'un des intervenants. Ce sont 30% de baisse des coûts de production que notre filière s'est engagée à atteindre d'ici à 2030. Ce qui me permet tout de suite d'apporter un point de vigilance et éventuellement même de poser une sorte de postulat aussi de base. Cette trajectoire ambitieuse, elle ne doit absolument pas évidemment être confondue avec une méthanisation low cost, bien évidemment. L'investissement initial des unités, hein, les CAPEX qui seront évoqués pendant la session, ça doit être regardé de près évidemment et aussi bien dimensionné pour répondre à l'optimisation des futures charges d'exploitation, les OPEX. Voilà. D'autre part, les méthodes de méthanisation, vous le savez, elles font appel à des process très sensibles. La qualité, la sécurité des installations, les pratiques d'exploitation font partie aussi des enjeux primordiaux pour permettre un développement serein de la méthanisation, aussi bien sur le plan économique qu'environnemental et sociétal. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à garder aussi de l'énergie pour la conférence suivante qui se déroulera à partir de 16 heures, justement sur la professionnalisation de la filière qui sera animée par Amel Damiano d'AILE. Voilà, donc bien qu'on aborde un prisme assez orienté vers les futurs projets dans la conférence, la plupart des informations de ce webinaire sont aussi utiles et profitables pour les sites en fonctionnement, car chaque unité elle doit pouvoir travailler sur sa performance économique tout au long du contrat d'achat qu'il a dit. Voilà, donc pour apporter une vision justement panoramique et les directions et les solutions, à la fois celles qui peuvent être mises en place dès maintenant et aussi augurer celles des prochaines années sur le thème de l'optimisation des coûts de production, je vous propose, on a réuni justement un panel d'experts sur ces sujets pour avancer là-dessus. Dans un premier temps, c'est donc Jérémy Priarolo de Solagro qui nous expliquera les leviers d'optimisation qui peuvent être déclenchés dès aujourd'hui pour répondre à l'enjeu de la baisse tarifaire du biométhane pour les projets en cours de montage, grâce à une étude menée sur 5 cas. Ensuite, on aura Sylvain Frédéric de GRDF avec sa casquette du comité stratégique de filière Nouveau système énergétique, axe méthanisation. On prendra un peu de hauteur avec lui pour comprendre comment notre filière s'organise collectivement pour s'adapter, travailler sur sa compétitivité et les outils disponibles et à venir pour les différents acteurs. Puis, avec Maxime Brissot de CH4 Process, on ouvrira le cœur de la machine, si je puis dire, pour analyser les gains possibles sur les principaux postes de l'exploitation, en particulier l'électricité et la maintenance. Ensuite, on aura donc la société EcoAdapt qui a candidaté à un appel à projet GRDF sur le monitoring des unités. Donc Mathieu Peter-Schmidt nous expliquera pourquoi leur solution de maintenance prédictive a été retenue et quelle est sa pertinence dans le cadre du sujet qu'on traite aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, on aura donc Maurice Quack, vice-président de l'AMF, qui nous fera en conclusion justement son retour d'expérience réalisé sur son site de bioénergie de l'Abri. Voilà, on terminera, je le rappelle en introduction, par une séquence de questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure en marquant bien le nom de l'intervenant qui est concerné. Et comme ça, on répondra sur cette dernière dizaine de minutes. On essaiera de répondre à l'ensemble des questions qui sont posées. Voilà, sans plus attendre, je vais proposer à Jérémy Priarolo d'allumer sa caméra et de pouvoir nous parler justement des facteurs clés
pour les projets qui candidatent au nouveau tarif. Bonjour Jerry. Merci Mickaël. Bonjour à tous. Donc Jérémy Priarolo, chargé de projet méthanisation à Solagro, et responsable de l'activité ingénierie méthanisation. Dans l'écosystème de la filière, notre métier est celui du conseil indépendant, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets individuels, collectifs, territoriaux. On intervient également en études prospectives sur cette thématique de la méthanisation. Alors effectivement, comme ça a été rappelé en introduction, la parution des nouveaux tarifs d'achat du biométhane en fin novembre 2020 impacte fortement la rentabilité des unités de méthanisation en réduisant le chiffre d'affaires de ces installations, ce qui dégrade la rentabilité des projets. Donc, dans ce contexte, GRDF nous a missionné pour conduire une étude sur les impacts économiques du nouveau mécanisme de soutien transitoire et sur les leviers d'optimisation envisageables pour retrouver des projets finançables par les banques. L'analyse menée sur différents cas types de projets a permis d'identifier une combinaison de leviers sur lesquels on va pouvoir échanger, à actionner pour retrouver une rentabilité suffisante et pour lever notamment la dette bancaire. Alors, pour optimiser l'économie d'un projet de méthanisation, nous avons travaillé différents leviers, alors sans rupture technologique, donc effectivement applicable immédiatement, pour au choix donc diminuer les investissements, on parle de CAPEX, diminuer les charges, donc on parle d'OPEX, ou augmenter les recettes, et ou, puisqu'on verra que ces leviers peuvent être complémentaires, il n'y a pas d'exclusivité. Alors sur le volet investissement, les leviers, c'est par exemple l'optimisation du dimensionnement. La baisse des tarifs d'achat peut effectivement inciter désormais à optimiser le dimensionnement des ouvrages de digestion et ainsi diminuer les temps de séjour et les charges organiques, en veillant bien sûr à ne pas dépasser une charge organique de 5 kg de matière organique par mètre cubé par jour, voire des fois un peu moins, et un temps de séjour qui doit rester suffisant, au moins environ 70 jours. Par ailleurs, sur des projets de moins de 200 mètres cubeurs, certaines entreprises proposent à nouveau des concepts en monodigesteur, comme c'était le cas auparavant en cogénération. Par ailleurs, sur ce levier aussi, les systèmes d'épuration ont souvent plusieurs redondances, surpresseurs, groupe froid, compresseurs, ce qui augmente nécessairement le CAPEX du projet. Donc il semble opportun d'encourager chez les fournisseurs peut-être la constitution d'un stock peut-être plus important de pièces de rechange pour permettant de limiter la redondance, tout en maintenant des disponibilités élevées qui restent bien sûr indispensables. Diminuer l'investissement, c'est peut aussi potentiellement délocaliser le stockage de digesta pour partie. Le stockage de poches souples est de plus en plus démocratisé sur les sites de méthanisation. Ce stockage peut prendre deux formes, soit en petites poches, au plus près des parcelles d'épandage pour optimiser notamment les débits d'épandage, soit en grande poche ou en lagune sur site, l'intérêt dans ce cas-là étant de ne pas investir dans une cuve béton. Troisième sous-levier, c'est compter sur une standardisation de la filière. Même s'il semble peu probable que tous les budgets des ouvrages et équipements baissent à l'avenir, puisqu'une part importante est liée au terrassement, au béton, aux travaux électriques, dont les coûts sont plutôt tendanciellement à la hausse. Il semble par contre possible d'optimiser les coûts de process en tant que tels, les coûts d'ingénierie aussi, notamment grâce au développement de la filière. C'est également dans cette diminution des CAPEX qu'on peut aussi imaginer le recours à des appels d'offres groupés, hein, des achats groupés, qui s'étendent en plus désormais aux consommables et à la fourniture d'électricité. Alors sur le volet charges, les leviers qui ont été imaginés à manier avec précaution, bien entendu, hein, il ne s'agit pas d'y aller systématiquement, c'est une optimisation du coût d'achat des cultures intermédiaires à vocation énergétique, dans un contexte où les surfaces en zone vulnérable tendent à augmenter. Donc sur ces surfaces, quelque part, on a une obligation de couverture des sols. Et peut-être que sur ces territoires-là, au cas par cas, là aussi, la mise en place de cives sur ces zones pourrait se faire à un prix peut-être optimisé par rapport à un couvert non récolté. Deuxième approche pour optimiser les charges, c'est développer l'autoconsommation d'électricité solaire par le biais d'un investissement dans un bâtiment équipé d'une toiture solaire photovoltaïque avec autoconsommation d'électricité produite pour les besoins du site. Alors, en cogénération, l'autoconsommation électrique n'est généralement pas pertinente car l'installation ne consomme pas d'électricité en continu et de manière stable, alors qu'en injection, l'épurateur consomme globalement toujours la même quantité d'énergie. Sur le volet de recettes, plusieurs leviers testés. Donc la récupération de biogaz sur les fosses de stockage de digesta. Donc là, il s'agit d'investir dans une couverture étanche pour récupérer environ 5% de production sur le digesta brut, suivant le temps de séjour qui a été dimensionné.
En général, les stockages de digestat brut ne sont pas couverts avec un gazomètre actuellement dans la filière, car outre le gazomètre, il est nécessaire de poser un liner sur toute la hauteur de la cuve béton pour la protéger de l'agression du biogaz. En effet, la hauteur du digestat peut être variable dans la cuve de stockage, et donc dans ce cas-là, on devrait protéger toute la hauteur de la cuve. Donc dans ce contexte, on a plutôt étudié la mise en place d'une couverture flottante qui permet de s'affranchir du coût du liner et donc des capex induits par cette protection du béton. Augmenter les recettes, ça peut passer également par la surisolation de digesteurs, pour augmenter les recettes en diminuant l'autoconsommation thermique. Il s'agit ici d'investir dans des surisolations des ouvrages de digestion pour limiter les déperditions thermiques au niveau des voiles et des gazomètres. Par exemple, c'est passer à une isolation des voiles de l'ordre de 16 centimètres. Autre levier à prendre avec précaution, c'est la question de la vente du digestat. Il s'agit ici de valoriser financièrement le digestat auprès des repreneurs compte tenu de sa valeur agronomique. Bien sûr, en ne comptant que sur une partie du digestat. Il ne s'agit pas d'être, là aussi, optimiste ou irréaliste, mais de ne tenir compte que de la part qui ne provient pas des effluents d'élevage et des cultures intermédiaires, puisque là, il y a un troc qui s'établit, un échange, et on compte que la part de l'azote qui est effectivement minéralisée pendant le process de digestion et donc qui est effectivement un gain, minéralisant qu'on pourrait imaginer, voilà, vendre ou commercialiser. Autre axe qui repose sur la valorisation du bio-CO2. C'est un thème qui est vraiment d'actualité, dont on parle beaucoup. Il s'agit donc d'investir dans une unité d'épuration du bio-CO2 pour pouvoir le purifier, le liquéfier et le vendre sur le marché, notamment auprès des serristes, mais pas que, pour injection dans les serres et optimiser la photosynthèse, avec des prix de vente qui s'échelonnent entre 50 à 100 euros tonnes suivant les niveaux de consommation. La vente de ce bio-CO2 peut se faire si l'installation est située à proximité d'une serre ou d'un autre consommateur. Donc, ça peut limiter les possibilités, mais c'est clairement un levier qui a étudié de manière approfondie. Et enfin, un dernier levier qui repose sur l'amélioration de l'exploitation des sites. On entend par cela le fait d'améliorer la disponibilité des équipements, le rendement, pour maximiser quelque part les recettes. Ça passe bien sûr par la formation des exploitants, par un meilleur suivi, par du contrôle d'installation. On en reparlera dans la suite des présentations qui seront faites en suivant. Alors pour apprécier l'impact de ces différents axes d'optimisation, 5 cas types ont été construits, merci, sur la base de cas de projets réels pour avoir des données de terrain en matière de ration, d'investissement, de charges, de recettes. 5 cas types qui diffèrent sur le tonnage entrant, le débit injecté et la technologie. On a ainsi le cas type 1 qui correspond à un projet plutôt en déclaration contrôlée. Vous voyez, 11 000 tonnes avec une ration diversifiée, fumier, culture intermédiaire, qui injecte 80 mètres cubes heure de méthane dans le réseau, en l'occurrence de distribution, une technologie en voie liquide infiniment mélangée. Et un projet qui, sans subvention, dans les conditions du tarif d'achat, en se basant sur une signature du contrat en 2022, n'est pas faisable du tout avant activation des leviers, bien entendu. C'est que là, on passe sur un projet dit de base sur lequel on va ensuite tester différents leviers, justement. Le deuxième cas type, il est de 24 000 tonnes, vous voyez, merci, donc 120 mètres cubes heure en injection, avec une ration qui est très d'éjection animale, 77% des flux en élevage. Donc ça renvoie à certains types de projets sur des zones d'élevage, avec un TERI-projet qui est là grâce à l'effet d'échelle qui est assez amélioré, puisqu'on est à 4% de taux de rentabilité interne. Donc cette rentabilité du capital investi, là aussi avant activation des leviers. On passe sur le cas type 3, 36 000 tonnes. Donc là, on est vous voyez, à la limite de l'autorisation, avec une ration moitié lisier, moitié culture intermédiaire, 200 normomètres cubes heure de gaz injecté, toujours en voie liquide, avec un TRI encore un peu meilleur à 4,7%. Ce projet 200 mètres cubes heure, on l'a décliné dans un deuxième cas type, qui est le cas type de 100% culture intermédiaire, 200 mètres cubes heure également, toujours en voie liquide, avec un TERI projet qui est dégradé ici, puisque dans le nouveau tarif d'achat biométhane, on a plus de primes relatives aux cultures intermédiaires. C'est plus que l'éjection animale, donc le TRI est ici, perd 2 points, plus de 2 points par rapport au cas 3. Et un cas type 5, on a testé à 250 mètres cubes heure sur une technologie voie solide continue, avec une ration assez sèche par essence, assez aussi diversifiée, une moitié des flancs d'élevage, et un TRI projet avant subvention, avant activation des leviers, qui est déjà bien meilleur à 7,8% précisément. Voilà, donc ça c'est les différents cas, les différents cas d'études qui ont été testés.
Alors pour ces différents cas, donc on a encore une fois simulé économiquement sur la base des nouveaux tarifs d'achat, hein, effectivement, hein, de biométhane, sorti en novembre 2020 et encore une fois en supposant une signature en 2022. Donc en tenant compte déjà d'une dégressivité du tarif d'achat et on a homogénéisé ces projets, donc sans subvention, avec un taux de fonds propres qu'on a pris par hypothèse à 7 avec un emprunt bancaire sur 13 ans, différé d'un an et un taux d'emprunt d'1,8 donc qui est identique entre les différents cas types aujourd'hui. Alors merci pour la diapo suivante. Donc, alors une fois qu'on a testé donc les 12 leviers qu'on a pu travailler sur chacun des cas types, on a pu dresser ce type de graphique qui positionne en fait chaque levier sur quelque part un graphique qui comprend deux axes. Donc en abscisse, on a l'impact sur le TRI avec le nombre de points d'impact positif ou d'ailleurs négatif, et ensuite en ordonnée l'impact du levier sur le CAPEX, sur les investissements, là aussi en positif ou en négatif. Alors, on va essayer de prendre les choses progressivement, sachant que l'aire en fait, que couvre chaque levier renvoie à l'amplitude des impacts financiers de chaque axe sur les différents cas types. On va voir que suivant les cas types considérés, les cas de projet, on a un impact qui peut être positif, dans certains cas négatif, plus ou moins intéressant, plus ou moins puissant. Certains leviers, à l'image de l'isolation des voiles du digesteur ou du gazomètre, que vous voyez plutôt proche de l'intersection ordonnée abscisse, représentent un faible surinvestissement, et c'est peu de CAPEX, ça améliore également peu le taux de rentabilité interne, hein, peu le TRI. Par contre, étant donné que le temps de retour sur cet investissement est de 3 à 4 ans généralement, il est selon nous intéressant, pertinent de l'activer pour bénéficier d'une installation plus sobre, donc plus sobre en énergie, et donc qui maximise son rendement énergétique de gaz injecté dans les réseaux. Donc voilà, ce n'est pas un levier qui à lui seul permettra de retrouver une rentabilité, bien sûr, mais c'est une des composantes de projets plus pertinents énergétiquement et donc économiquement également. D'autres leviers, à l'inverse, sont beaucoup plus puissants, notamment le levier gazomètre sur fosse de stockage digesta brut. Vous voyez, voilà, effectivement ici. Donc, il a une aire importante puisqu'en fait, l'impact est très variable suivant les cas étudiés. La mise en place d'un gazomètre a un effet qui est très positif pour les sites qui sont déjà équipés ou qui sont équipés demain d'une cuve de stockage en béton. Pour les sites qui ont un séparateur de phase et qui stockent principalement du digestat liquide en poche souple, l'effet peut être négatif. C'est pour ça que vous voyez que l'air se déplace sur la gauche avec un impact négatif sur le TRI, car l'investissement dans une fosse béton et le gazomètre associé par rapport à un séparateur de phase et une poche souple n'est pas compensé par la production supplémentaire de biogaz. Donc on a un impact effectivement négatif dans certains cas. Sur le cas par contre où on a des stockages de digestat brut en fosse, béton, c'est clairement un levier qui pour nous a étudié de manière très approfondie parce qu'il semble avoir un très bon effet sur le TRI projet. La mise en place d'un bâtiment avec une toiture solaire photovoltaïque, donc c'est marqué autoconsommation PV là, sur le graphique, il n'améliore pas forcément de manière significative le bilan financier. Mais par contre, il finance le coût d'un bâtiment d'environ 700 mètres carrés et il apporte également la maîtrise d'une partie des coûts d'achat d'électricité consommée, avec une résilience du coup qui est apportée pour le projet. Pour le cas type 1 à 80 m3, par exemple, c'est environ 20% d'autonomie sur l'énergie électrique consommée si on installe un 100 kW crête, donc l'équivalent voilà, de 600-700 m². Donc voilà, là aussi, ce n'est pas un levier qui est de nature à renverser l'économie du projet, mais en tout cas à financer ce bâtiment et apporter une certaine autonomie sur le projet. La vente de bio-CO2, vous voyez tout en haut, qui a un levier qui est très gourmand en CAPEX, hein, donc il est plutôt, voilà, il a un impact fort, plus 800-900 000 euros d'investissement. Il a un effet positif significatif sur l'économie des projets étudiés. Alors plutôt pour les plus gros projets, à partir de 180-200 m3, avec en l'occurrence plus 2 points de TRI en effet positif. Mais il n'est pas forcément réalisable partout, et la proximité d'un consommateur de bio-CO2 étant bien sûr nécessaire. Et comme par ailleurs, on ne constate pas vraiment d'effet d'échelle sur cet investissement-là, il est plutôt effectivement intéressant pour les gros projets. Sur les projets à 80-120, vous voyez que ça fait plutôt un impact négatif puisque le gain financier en termes de recettes ne compense pas totalement le surinvestissement du projet. Alors,
Le fait de baisser le temps de séjour et d'augmenter la charge organique, donc c'est le, vous voyez, le pavé qui est en bas, il permet de limiter les volumes de digestion, effectivement. Donc on diminue le capex, on est effectivement en dessous dans les ordonnées. Il permet de limiter le nombre d'agitateurs, donc il y a un effet OPEX également. L'optimisation a un impact économique très positif sur tous les projets, au prix, bien entendu, d'une moindre évolutivité d'installation. L'installation sera moins évolutive, il faudra bien sûr réinvestir à nouveau pour faire croître le site. On n'a pas appliqué cette optimisation sur le cas type 5. Je vous rappelle, c'est une voie solide continue et les temps de séjour et les charges appliquées étaient déjà assez optimisés. Mais voilà, sur les autres cas qui ont été testés, c'est un impact qui va de +1 à +3 points de, d'optimisation économique. La mise en place des poches souples alors, a un impact qui est effectivement positif, là aussi sur mesure, hein. Chacun de ces leviers, on est bien repose bien entendu sur une étude à chaque fois approfondie, mais il peut cette mise en place de poches souples ne peut par contre pas se combiner avec la mise en place d'un gazomètre sur stockage de digestat brut. C'est assez compréhensible. On ne peut stocker dans ces poches souples plutôt que du digestat liquide, donc séparation de phase, donc pas de stockage de digestat brut a priori en fosse béton. Donc là, on est sur des leviers qui sont, pour le coup, pas forcément, qu'on ne peut pas additionner bêtement l'un puis l'autre. Bon, il y a des choix à poser, mais quand c'est possible, les poches souples permettre d'optimiser à la fois la logistique transport, épandage et également l'économie du projet. La vente de digesta, vous voyez, un vrai levier d'optimisation. Clairement, ça apporte un vrai gain, mais bien sûr, elle nécessite la présence d'un débouché pérenne dans le temps, que effectivement, ça peut être dans certains cas un décalage de curseur, puisque ça peut être c'est une économie hein, sur les fermes. Donc, voilà, il y a un équilibre à trouver, donc un levier à manier avec précaution, mais qui peut être au cas par cas une solution d'optimisation. À l'image également du coût des cultures intermédiaires, le coût des CIF, qui a un impact très fort sur l'économie des projets, notamment ceux qui sont 100% CIF, de manière très logique. Cependant, il est pour nous nécessaire que les exploitations agricoles soient encouragées économiquement pour la mise en place de ces cultures intermédiaires, surtout si on souhaite s'orienter vers un développement important de la méthanisation et de l'agroécologie qui est associé intrinsèquement pour nous. Donc un levier également à mener avec précaution, si c'est possible localement, si c'est effectivement logique pour les apporteurs agricoles du projet. Enfin, la bonne exploitation des sites, et ça on en reparlera avec les autres intervenants, représente un enjeu qui est fort, hein, très fort. On a été aujourd'hui assez prudent dans notre étude sur ce critère-là, mais clairement que l'impact financier peut être pour nous plus important. Il est nécessaire de continuer à bien anticiper la formation des futurs exploitants, hein, comme le fait l'AMF, comme le font d'autres acteurs de la filière, de continuer à sensibiliser aux différents enjeux que représente l'exploitation d'un site, la maîtrise du process, la sécurité, la réactivité, la maîtrise des fuites de biogaz, aussi un autre sujet important. Donc voilà en fait un peu le panorama des différents leviers et de leurs impacts sur l'investissement et le TRI. Il nous reste 2 minutes, Ok, Jérémy. c'est plus qu'il en faut pour la diapo suivante. Parfait. Merci. Qui en fait voilà, permet de ce tableau de synthèse que vous pourrez reprendre un peu à tête reposée, qui propose en fait une combinaison de leviers pour retrouver un TRI projet suffisant et surtout un DSCR, un taux de couverture de la dette supérieur à 130% pour atteindre et satisfaire les attentes des banques. Le DSCR, hein, pour rappel, le taux de couverture de la dette, c'est le rapport entre l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, et au dénominateur, l'annuité de remboursement de l'emprunt. Donc, c'est la capacité, quelque part, d'une entreprise à avoir une marge d'exploitation suffisante pour couvrir ses annuités d'emprunt. Donc, un taux de couverture de 130% signifie pour le projet hein, que même si les charges et les recettes dérivent de l'ordre de 30 points, le porteur de projet pourra continuer malgré tout à rembourser sa dette bancaire. Donc, il ressort de l'analyse menée plusieurs enseignements. C'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de retrouver une faisabilité financière pour tous les cas types testés de 80 à 250 m3. Juste sur la diapo présente, excuse-moi, que nous avons donc raisonné l'activation des leviers en priorisant les plus réalistes et en jouant sur les choses voilà, qui pour nous sont les plus simples à mettre en œuvre, que les efforts à fournir sont assez logiquement plus importants pour les projets les plus petits. Il faut activer ainsi 8 leviers pour les projets de 80 m3 pour retrouver un DSCR favorable, tout en mobilisant 15 points de subvention, 15%. Si ces 15% ne sont pas réalistes, il faudra alors activer des leviers de type vente de digesta ou révision du coût des cives et ou accroître les fonds propres en mobilisant des fonds extérieurs pour limiter l'emprunt bancaire.
À l'inverse, l'activation seule de 4-5 leviers est suffisante pour que les projets de 200-250 mètres cubes heure soient à nouveau faisables avec peu ou pas d'aide à l'investissement. Donc, il y a une diversité, mais voilà, tout le monde a une porte de repli pour retrouver une rentabilité, une faisabilité bancaire. On a, vous voyez, jamais activé les questions de vente de digesta ou de questions de si, parce que vraiment pour nous, elles demandent vraiment à être analysées au cas par cas et pas voilà, de manière un peu comme ça hors sol théorique. On n'a pas appliqué de subventions ADEME en l'occurrence, c'est que des subventions région Europe pour éviter d'appliquer en plus une décote de 5 € du mégawattheure sur le tarif d'achat. Et donc, en synthèse, avant de passer la parole et pour que chacun ait le temps de s'exprimer, donc finalement, on va des combinaisons de leviers qui permettent de retrouver une rentabilité pour les différents cas types analysés. C'est quand même l'enseignement positif de cette étude. Certains leviers, même la plupart, qui induisent par contre des investissements supplémentaires et donc davantage de fonds propres mathématiquement, d'où l'importance de travailler les solutions de cofinancement avec des fonds participatifs, institutionnels ou des fonds privés, voilà, pour pouvoir venir diversifier le tour de table et apporter les fonds propres nécessaires. Et le constat, c'est des leviers qui mobilisent tous les acteurs de la filière, clairement, les exploitants, les constructeurs, bureaux d'études, voilà, tout le monde est amené à travailler pour poursuivre la dynamique enclenchée dans cette belle filière méthanisation française. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Jérémy. Merci pour cet éclairage franchement très clair. On voit qu'il y a plein de directions différentes qui sont plus ou moins faciles à activer ou qui méritent justement les investigations. Ça a suscité quelques questions. On me demandait juste, là, je pense à Martin Debat d'Utilities Performance, si cette étude sera disponible d'une manière ou d'une autre. Vous avez une réponse là-dessus? Oui, il y a effectivement beaucoup plus de livrables qui ont été aujourd'hui restitués à GRDF et des partenaires. On peut tout à fait imaginer d'avoir des réunions plus spécifiques pour partager les résultats beaucoup plus détaillés. Au contraire, effectivement. C'est l'idée pour que tout le monde s'empare de ces leviers et que la filière progresse globalement. Super. Merci beaucoup, Jérémy. Et puis on verra en fin de session pour les questions spécifiques. Donc, merci Sylvain Frédéric de nous rejoindre aussi et donc de prendre un petit peu de hauteur sur le CSF et ses travaux. Je vous laisse la parole, Sylvain. Ok, tu m'entends bien, Michael? Parfait. Ok. Alors, donc oui, je suis donc Sylvain Frédéric, responsable de la recherche et développement en fait biométhane chez GRDF, également copilote donc du GT Industrialisation avec Grégory Lanoux de la Biogaz Vallée et Olivier Guérini. Donc GT Industrialisation qui s'insère effectivement dans le comité stratégique de filière. Et donc je vais vous présenter des travaux qui sont un peu complémentaires, hein. Jérémy a bien présenté aujourd'hui un peu les leviers tout de suite activables. Et moi, je vais vous présenter plutôt des travaux à moyen terme, comment en fait la filière peut se structurer effectivement pour maîtriser ses coûts de production. Slide suivante. Je commence très rapidement là tout de suite pour vous détailler un peu ce que c'est que le comité stratégique de filière. Donc depuis mai 2019, il y a un comité stratégique de filière et ça s'est formalisé par un filière, donc entre la filière biogaz, méthanisation et l'État. Et avec des engagements assez importants sur la monétisation des externalités, sur des trajectoires et aussi sur des soutiens de l'État pour l'innovation. Slide suivante. Alors, dans ce cadre-là, on a un groupe de travail, donc le groupe de travail industrialisation donc du CSF, qui vise donc à structurer donc la filière via l'innovation, via la compétitivité, et notamment de trouver des axes et des actions concrètes pour baisser ses investissements. Alors, je précise que ce groupe de travail industrialisation, il est ouvert à tous les acteurs de la filière méthanisation et à tous les acteurs qui veulent apporter en fait une contribution. Ici, je vous ai mis quelques acteurs qui sont déjà engagés et impliqués dans ce groupe de travail. Slide suivante. Alors pourquoi effectivement la compétitivité, pourquoi l'innovation? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est plus de 1000 unités, 1000 sites de production de biogaz et en même temps, une file d'attente équivalente de plus de 1000 projets au moins pour l'injection. Donc ici, sur le graphique de droite, vous avez en fait l'ensemble des projets en injection qui sont aujourd'hui donc dans la file d'attente. Et pourtant, donc, on doit améliorer cette compétitivité car les pouvoirs publics en fait, vont conditionner effectivement leurs aides à une baisse des coûts de production.
effectivement avec une trajectoire et une tendance qui est entre 20 à 30% en fait, de réduction par rapport à aujourd'hui, à horizon 2030. Slide suivante. Donc pour cela, il y a eu déjà donc une étude en 2018 qui avait été réalisée à l'époque par Enea et Astrad, qui avait montré donc des leviers à court, moyen et long terme sur la filière méthanisation, avec principalement effectivement des réductions possibles sur les intrants, sur le pouvoir méthanogène, sur la valorisation du biogaz, mais aussi sur la standardisation des unités de méthanisation. Et donc, par rapport à l'ensemble de ces leviers, l'idée, c'était d'en sélectionner quelques-uns pour essayer de structurer la filière. Donc, slide suivante. Structurer la filière, donc dans ce cadre du GT industrialisation, donc dans ce cadre du GT industrialisation, on a axé finalement 5 leviers pour nous qui nous paraissaient importants. Un premier qui était donc sur les intrants, on l'a vu et Jérémy l'a très bien montré. Aujourd'hui, si on arrive à avoir des cibles optimisées ou des coûts de production ou des coûts effectivement de rendement un peu sur les intrants un peu optimisés, en fait, c'est tout de suite des TRI en fait, qui sont bien supérieurs. Donc, en fait, la maîtrise des coûts sur ces intrants, elle est indispensable. Elle est aujourd'hui en fait un des axes principaux sur effectivement ce GT industrialisation. Le deuxième, toujours sur les intrants, c'est comment effectivement on peut comparer des pré-traitements. On le voit bien, aujourd'hui, on a plusieurs possibilités pour augmenter le pouvoir méthanogène en fait, via des pré-traitements. Comment les comparer et quelles sont finalement un peu les performances de ces différents pré-traitements. Un autre levier important, c'est aussi tout ce qui est donc, exploitation, maintenance de ces unités. Et aujourd'hui, un peu ces formations qui sont autour de ces unités de méthanisation sur l'exploitation et la maintenance. Donc, il y a des guides, il y a des référencements d'offres aujourd'hui en fait, qui sont mis en œuvre dans ce cadre du groupe de travail. Et enfin, sur la valorisation du biogaz et la valorisation du CO2, Jérémy l'a dit, on a des axes aujourd'hui pour essayer de valoriser donc, ce CO2. Il manque encore peut-être effectivement une structuration des acteurs pour avoir des vraies demandes sur ce CO2 biogénique issu de méthanisation. Mais clairement, on a une maturité technologique aujourd'hui qui nous permet d'envisager de valoriser le CO2 de ces unités de méthanisation. Slide suivante. Alors ici, c'est quelques livrables, soit déjà publiés, soit qui seront publiés dans les mois prochains. Donc, comme je disais, pour nous, c'est important d'avoir effectivement un catalogue des offres de formation existantes sur les unités de méthanisation, principalement pour l'exploitation et la maintenance. Donc, il y a notamment donc, le magazine Green qui avait réalisé donc, ce catalogue des offres de formation, des fiches métiers aussi, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'était aussi d'identifier dans ces unités de méthanisation, finalement, un peu quels étaient les besoins, entre guillemets, sur ces unités de méthanisation pour que les lycées agricoles, pour que les offres existantes en fait, puissent connaître les compétences, les exigences demandées en fait, sur les unités de méthanisation. Et à côté de ça, donc on souhaite mettre à disposition de toute la filière donc des outils d'aide à la décision pour la récupération donc, du CO2, avec un petit fichier Excel, donc tout à droite, en haut à droite. Effectivement, donc des comparaisons sur des études de solutions sur les pré-traitements. Voilà. Et concernant donc, les intrants, une cartographie un peu des biomasses, aujourd'hui des flux de biomasse, et aussi des annuaires, des marketplaces, comme on les appelait, on les appelle, ces marketplaces qui sont effectivement en train aujourd'hui de structurer aussi en fait l'approvisionnement de ces unités de méthanisation. Slide suivante. Alors, je voulais mettre l'accent en fait sur une démarche donc en transversale et par rapport à ces 5 groupes de travail, donc sur les intrants, sur les formations et sur la valorisation du CO2 du biogaz. On souhaite mettre en valeur donc une démarche qu'on appelle le design to value. C'est une démarche qui a déjà été mise en œuvre dans d'autres filières, automobiles, nucléaires. C'est aussi une démarche qui a été mise en œuvre dans quelques entreprises aussi de la filière aujourd'hui de méthanisation. C'est une démarche qui permet en fait de valoriser véritablement les produits. C'est une méthodologie assez structurée aujourd'hui
Et donc, on souhaite, en fait, à travers ce GT Industrialisation, pouvoir démocratiser, en fait, cette démarche pour chaque acteur. L'idée, c'est de dire, en fait, OK, on a identifié aujourd'hui des leviers, mais peut-être que vous, acteurs, vous-même, en fait, équipementiers, constructeurs, mais aussi exploitants d'unités de méthanisation, vous pouvez réfléchir, en fait, à vos propres axes de réduction, finalement, des coûts de production. Slide suivante. Et pour mettre en œuvre, en fait, et pour démocratiser donc, cette démarche, on propose avec le cabinet Utisa, qui est donc spécialisé sur cette démarche de design to value, qu'on peut aussi appeler analyse de la valeur. Finalement, on donne accès à cette démarche via des webinaires, des conférences en ligne, en fait, de 2h30. Donc, il y en a 8. Vous pouvez vous y inscrire. Vous tapez Utisa méthanisation donc sur Google et vous avez un formulaire d'inscription. Les premières sessions sont déjà remplies. Par contre, il reste encore 8 sessions sur lesquelles en fait, vous pouvez vous y inscrire. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et effectivement, ça permet à ce que chaque acteur puisse s'emparer en fait, de cette compétitivité sur la filière. Voilà. C'est terminé pour moi, Michael. Voilà, merci beaucoup Sylvain. Juste une petite question de compréhension sur le design to value, la formation ouvert aux professionnels. On parle des exploitants, on parle des professionnels de la filière, constructeurs. On est multiprofil sur ce type de formation? Oui, alors c'est vrai que je suis allé très rapidement, j'avais que 10 minutes, mais bon. Quels sont les acteurs aujourd'hui concernés en fait, par le design to cost, le design to value? Aujourd'hui, c'est principalement les constructeurs d'unités de méthanisation, les équipementiers, les bureaux d'études aussi peuvent être concernés par cette démarche, et puis les exploitants, les maîtres d'ouvrage, parce que ce sont des réflexions qu'on peut avoir aussi tout le long de la vie de l'unité de méthanisation. Essayer de valoriser au mieux en fait, les produits, que ce soit les digestats, le CO2 ou le méthane, hein. Et pareil pour les coûts et pour les réductions sur les coûts. Moi, personnellement, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la filière méthanisation et quand je rencontre des exploitants d'unités de méthanisation, en fait, c'est pratiquement une préoccupation qu'ils ont naturellement. Alors, on pourrait se demander, mais finalement, pourquoi mettre en œuvre finalement, cette démarche? C'est que cette démarche, elle est structurée et surtout, en fait, elle permet d'avoir tout le retour d'expérience de cette méthodologie dans des entreprises hyper spécialisées. Et donc, en fait, finalement, on a quelque chose qui est plus rapide, qui est plus cadré, qui est plus structuré et qui permet d'aller beaucoup plus rapidement sur des économies. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, hein, mais qui mettrait énormément de temps si, en fait, on le faisait par nous-mêmes. Et si ce n'était pas une démarche structurée avec cette démarche de design to value. Alors ici, j'ai mis en exergue le cabinet Utisa parce qu'on travaille avec Utisa, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres cabinets qui font en fait cette démarche de design to value. Super, donc le lien sera disponible hein, avec la présentation. Oui. Effectivement, on invite tout le monde à s'inscrire. Je crois que Grégory Lanoux, si je me rappelle bien, la semaine dernière de Biogaz Vallée sur un webinaire avait déjà teasé sur ces formations-là. Donc, elles se remplissent assez vite, vous dites Sylvain. Après, je suppose qu'il y aura peut-être d'autres créneaux de formation qui seront prévus. Oui, alors en fonction, et s'il y a vraiment des gens qui sont intéressés, on pourra effectivement continuer à ouvrir en fait, d'autres conférences en ligne pendant cette année. Merci beaucoup Sylvain, à tout à l'heure. Je vais proposer à Maxime Brissot de nous rejoindre, d'allumer sa caméra. Et là, on va se téléporter sur un ou plusieurs sites de méthanisation pour mettre un petit peu les mains dans le moteur, si je puis dire. Oui, bonjour Maxime. à tous. Bienvenue Maxime. Alors, effectivement, donc CH4 Process, j'ai démarré la présentation par deux slides qu'on va passer très vite, hein, mais c'est juste pour expliquer rapidement ce qu'on fait. On est effectivement nous spécialisés dans la science technique à l'exploitation et la fabrication de machines spéciales. Donc, on est surtout installé dans le nord de la France, mais on intervient au niveau national. Et on a une petite particularité, c'est qu'on est effectivement une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ce qui fait que dans nos statuts, on a mis notamment les objectifs de partage des bonnes pratiques et de diffusion des connaissances dans les énergies renouvelables, et notamment dans le biogaz. Donc, on peut intervenir sur des sujets, alors on peut passer la slide suivante très rapidement. Voilà, on intervient sur des sujets que ce soit des études techniques, prestations intellectuelles, sur des interventions sur site, donc la capacité d'aller sur des sites en fonctionnement, hein, sur des zones ATEX, sur des zones avec des risques électriques, travaux confinés, travail en hauteur.
On fait pas mal de recherche de fuite biogaz et de recherche d'origine de panne. Et on est également capable de réaliser des machines spéciales, c'est-à-dire des machines unitaires marquées CE, sur tout ce qui est surpression, lavage, séchage, compression du biogaz. Voilà. On a aussi une petite particularité, c'est qu'on propose tous les outils, équipements EPI qu'on utilise pour nos propres équipes, on les propose en négoce, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à avoir une activité de négoce qui n'était pas le but initialement. Et donc, on a créé une marque, l'épicerie du biogaz, de façon à gérer cette partie négoce. On verra, il y a des chances que ça vive par soi-même, mais voilà, si jamais il y a des besoins en outils d'analyse consommables, on a aussi ces propositions, même si ce n'est vraiment pas notre objectif initial. Voilà pour la présentation de CH4 Process. Donc, pourquoi j'interviens aujourd'hui, c'est qu'il y a une réflexion menée avec l'AMF et GRDF. La question était de savoir est-ce qu'il n'est pas possible, par rapport aux questions d'optimisation des coûts, réduction des charges, de travailler avec un cahier des charges un peu type, de façon à ce qu'un maximum du bureau d'études puisse intervenir pour identifier des améliorations possibles sur la partie maintenance et aussi identifier des économies possibles sur la partie consommation électrique. Donc, il y a un travail qui a été mené de rédaction d'un cahier des charges type pour que les exploitants puissent consulter des bureaux d'études. Et notre job à nous, ça a été de réaliser 2 audits blancs en fait, sur 2 sites, de façon à tester un peu ce cahier des charges et à aider à définir son périmètre. Donc, voilà pour cette partie. Slide suivante. Alors, ce qui est important, avant de rentrer dans le détail, soit maintenance, soit consommation électrique, c'est la question de la préparation de ces audits. On se rend compte que lorsqu'on intervient sur site, il y a souvent un gros temps de préparation, de récupération et de regroupement des informations. Et c'est quelque chose qui est assez chronophage. Et pour tout exploitant, avant de faire intervenir qui que ce soit sur son site, il est opportun de regrouper les DEE, le dossier des ouvrages exécutés, un PID le plus à jour possible, de s'assurer d'avoir les schémas électriques disponibles. La question du plan de prévention est également importante puisqu'on fait intervenir quelqu'un sur son site. Et s'il est possible de transmettre une main courante, notamment si elle est numérique, de pouvoir envoyer ça à l'avance. Alors pourquoi c'est important? Parce que tout ce temps de préparation qui peut être mené en amont par téléphone ou par webconf, c'est autant de temps sur site qu'on n'aura pas à passer. Et ça permet, lorsqu'on arrive et qu'on intervient, de ne pas tout découvrir en une fois et d'avoir un petit peu préparé les éléments à l'avance. Donc ça, j'insiste parce que souvent, c'est un peu négligé. Et pour autant, la réussite d'un audit passe aussi par cette préparation. Merci. Slide suivante. Alors, sur la partie maintenance, on peut aller tout de suite sur les premières opérations qu'on a réalisées, donc sur les interventions en audit sur la partie maintenance, c'est l'identification des équipements critiques. Alors, il existe différentes méthodes. Là, on a par exemple proposé la méthode PIE qui permet, lors d'un tour de site, d'identifier pour chaque équipement, de donner un score et donc d'identifier pour chaque équipement s'il doit être considéré comme un équipement critique, ordinaire ou non critique. Alors, il existe une grille, c'est une grille avec un certain nombre de points qu'on donne pour des paramètres donc, de panne, d'importance dans le process, d'état, donc d'état d'usure, et de taux d'utilisation. Et donc, on a adapté un petit peu cette méthode, qui est une méthode généraliste, à la méthanisation, de façon à pouvoir faire une analyse de l'ensemble des équipements qui sont sur le site et de pouvoir identifier quels sont les équipements critiques, ordinaires et non critiques. Alors, si on passe à la slide suivante, à quoi ça sert? Ça sert en fin de compte à orienter la maintenance, puisqu'on va pouvoir travailler de 2 façons. Soit un équipement qui est critique, on va pouvoir agir sur ce qui l'a rendu finalement critique en faisant baisser sa criticité. Donc, on va s'engager avec des réflexions sur quelles sont les redondances qu'on peut avoir pour soulager un équipement, quels sont les remplacements peut-être à réaliser pour améliorer l'état. On va pouvoir aussi réfléchir sur les impacts d'une éventuelle panne. Donc, ça, c'est vraiment pour objectif, finalement, de faire passer un équipement qui était critique en un équipement ordinaire, par exemple. On va aussi surtout orienter la maintenance par rapport à une priorisation, s'assurer que pour les équipements critiques, les pièces détachées, les pièces de première urgence sont disponibles. On va vérifier qu'on a les équipements de protection adaptés pour les interventions. On va vérifier qu'on a les bons outils. Bref, ça permet de savoir sur l'ensemble sur la dizaine, voire centaine d'équipements qu'il peut y avoir sur un site, alors c'est plutôt plusieurs dizaines, sur lesquels on doit se concentrer. Donc, ça permet aussi de savoir sur lesquels un contrôle régulier doit être mis en place lorsque d'autres peuvent attendre finalement et avoir des fréquences moins importantes. Donc, ça, c'est vraiment une orientation de la maintenance par identification des équipements qui sont à considérer comme critiques. Alors, on peut passer à la slide suivante.
Il y a également une partie assez importante qu'on a réalisée lors de ces audits blancs, ce sont des échanges avec les exploitants. Alors, ça peut paraître un petit peu lourd, puisque c'était entre 1 heure et 2 heures d'interview, donc c'était quand même des échanges assez poussés, qui ont été construits avec une grille de questions, sachant que, donc là, vous avez un résultat de score, mais il y a 2 exemples sur la slide suivante qu'on va voir juste après, mais on arrive avec une grille qui permet de savoir pour chaque question, qu'est-ce qu'il est normal de réaliser, quel est l'état de l'art, là où est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin même que l'état de l'art, et on veut aussi identifier les éléments où il y a potentiellement quelque chose de dangereux, d'où le score, hein, où quand on a 0, c'est que c'est inexistant, voire dangereux, et plus on est vert, plus on est finalement un bon élève en quelque sorte par rapport à la théorie. Cette interview, elle a été réalisée avec 6 thèmes, donc la maintenance préventive, la maintenance corrective, la maintenance prédictive, mais aussi des questions d'organisation générale, une partie sur les optimisations économiques et une partie sur la sécurité. Ça permet d'avoir un score ou une grille, on peut voir un schéma sur la droite, et ça permet finalement, en titillant un petit peu l'exploitant, de le pointer les endroits où il peut s'améliorer et les endroits où il est finalement déjà très bon. Donc si on prend l'exemple effectivement de la slide suivante, il y avait 2 exemples de questions. Par exemple, sur la partie stock de pièces détachées, on va interroger l'exploitant sur comment il gère ces pièces détachées. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que les équipements sont identifiés, mais il n'y a pas vraiment de suivi? Pareil sur la partie réglementaire, est-ce que les obligations sont respectées, mais comment c'est tracé? Puisqu'il va falloir pouvoir montrer en cas de contrôle que tout ce qui a été fait fait dans les temps. Donc, on a à chaque fois finalement une question, des indices qui permettent de dire est-ce qu'on est bien ou pas très bien placé par rapport à l'état de l'art. Et ensuite, on a des remarques qui sont plus adaptées à la situation du site et quelques préconisations où on va avoir au niveau des préconisations, on peut passer à la slide suivante par exemple, on va avoir au niveau des préconisations des incitations en disant attention, là c'est rouge, c'est important et urgent, il faut vraiment s'en occuper. Et puis d'autres avec une grille d'impact par rapport à la difficulté. Est-ce qu'on va finalement gagner au moins 1 000 € par an en agissant sur ce point? Est-ce que l'action à réaliser coûte plus que 1 000 € ou moins de 1 000 €? Mais ça permet comme ça de pouvoir identifier tout de suite les éléments verts, il faut aller en priorité dessus. Et puis les autres, ils sont un peu plus difficiles à obtenir ou un peu moins intéressants, mais il faut avoir ces choses-là en tête pour une amélioration dans le temps. Donc, l'identification finalement de la partie quels sont mes éléments critiques permet d'orienter la maintenance. Et ensuite, les préconisations qu'on peut avoir à travers ce questionnaire déjà structuré, ça permet finalement de catégoriser, de prioriser les différentes actions qui peuvent être menées. Les gains vont être indirects ou directs. On va avoir bien sûr toujours le fait de pouvoir placer une maintenance préventive avant qu'il y ait une casse, hein, puisque préventive, c'est une maintenance qui a lieu avant la panne, alors que corrective, c'est après la panne. Et effectivement, ça coûte toujours moins cher de faire une maintenance préventive que d'attendre que ça casse et d'avoir le risque que l'équipement ne casse pas tout seul et qu'il casse ses petits voisins. Il y a un gain de temps aussi sur l'organisation des équipes. Il y a les questions d'astreinte, mais aussi surtout les questions de stress. Comment on peut finalement maîtriser cet outil qui demande beaucoup d'attention. Il y a un impact sur les temps d'arrêt qui vont pouvoir être réduits en ayant identifié finalement les équipements critiques qui peuvent avoir un impact important en cas de panne. Et on va aussi pouvoir aider l'exploitant à orienter ses achats de pièces, de kits, de prestations aussi, en s'organisant peut-être des fois avec ses voisins pour pouvoir faire des achats groupés. Donc, toute cette partie-là, ça reste des éléments qui vont pouvoir aider pour éviter la panne ou, s'il y a une panne, pouvoir aider en cas de sinistre ou de litige. C'est aussi quelque chose qui est important et qui apporte finalement une économie indirecte. Donc, voilà sur la partie maintenance. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la partie électrique. Donc, sur la partie électrique, il y a une première analyse qui est très basée sur les factures en elles-mêmes. On va regarder, alors, par exemple, sur ce cas-là, on a pu identifier un nombre de dépassements de puissance assez important. Et on a pu voir qu'entre une puissance souscrite qui était à 250 kW et un passage à une puissance à 280 kW, il y avait une économie jusqu'à 800 € hors taxe de pénalité par mois. Et donc ça, c'est assez important puisque suivant le contrat qui a été pris en début de projet, qui est parfois un peu en décalage avec la réalité, on peut avoir soit une puissance souscrite qui est inutilement trop importante et on va payer tous les mois un peu trop d'abonnements pour rien, soit au contraire une puissance qui est un peu juste et lorsqu'il y a des dépassements, on va se retrouver à payer des pénalités.
C'est intéressant parce que ça permet de voir aussi s'il n'y a pas des équipements qui démarrent tous en même temps inutilement et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un travail qui doit être fait aussi sur la répartition des appels de puissance. Mais il y a d'abord une analyse des factures qui est faite pour bien sûr identifier si le contrat souscrit en termes de consommation est adapté sur la puissance. Alors, il y a un autre élément, on peut passer à la slide suivante, qui est assez facile à regarder, c'est l'exonération de la CSPE. Il me semble que ça a été un peu présenté plus en détail sur une autre session, mais effectivement, c'est une contribution au service public d'électricité et les unités qui produisent de l'énergie peuvent en être exonérées. Alors, il faut faire attention parce que lorsque l'unité de méthanisation est liée à une exploitation agricole, c'est seul le pourcentage, seule la partie d'électricité consommée par la méta qui peut être exonérée. Donc, lorsqu'on a un seul contrat et que l'électricité après est utilisée et par l'exploitation agricole et par la méthanisation, il faut des compteurs intermédiaires, c'est la préconisation qui est notée, il faut des compteurs intermédiaires pour éviter qu'en cas de contrôle, on puisse se faire retoquer. Donc, c'est relativement simple à obtenir comme exonération puisque c'est déclaratif et il y a donc un document CERFA là, qui est cité. Mais ça peut avoir un impact assez important si on regarde la slide d'après. On peut voir l'importance d'un contrat adapté. En orange, c'est le moment à partir duquel l'exploitant a demandé l'exonération de sa CSPE, et donc il va avoir entre 600 et 900 euros par mois économisés là, sur ce site. Et en rouge, c'est le moment où il a fait son augmentation de puissance. Alors pour bien comprendre le schéma, à gauche, c'est tous les euros par mois payé pour la consommation électrique. Et à droite, c'est par rapport à ce qui a été payé, comment c'est réparti entre 0 et 100%. Hein. Et on peut voir que la part orange, donc CSPE, prenait quand même pas mal de place sur les premiers mois et que la part rouge, effectivement, est quasi supprimée à partir du moment où on a changé la puissance souscrite. Donc, c'est quand même deux adaptations qui permettent quand même des économies importantes, d'où l'importance d'avoir un contrat adapté et régulièrement se poser la question, est-ce que mon contrat est toujours adapté, puisqu'il peut être adapté au démarrage de l'unité, et 3 ans, 5 ans après, il faut peut-être se reposer des questions car les matières ont changé, la façon d'exploiter a changé et la réglementation peut-être a changé. Alors, on a également, oui c'est bon, on peut passer à la suite, on a également réalisé des mesures électriques plus avancées. Et donc là, on a mis en place des outils de mesure de consommation électrique assez poussés. Donc c'est des mallettes d'enregistrement où on a surveillé pendant plusieurs cycles pour chaque équipement les puissances effectives qu'on a pu regarder et comparer aux puissances moteurs installées. On a pu vérifier les intensités sur les différentes phases. On a pu identifier comme ça des éventuels écarts. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut aussi avoir un référentiel, c'est-à-dire quelle est l'intensité normale de l'équipement. On a pu vérifier, donc l'équilibre des phases, j'en ai parlé, le contrôle des harmoniques et aussi, et ça c'était finalement plus compliqué parfois, ça dépend des sites, mais quelle est la cohérence pour les cycles de fonctionnement? Est-ce que finalement les consommations, les démarrages, les arrêts, les régulations sont adaptées, sont cohérentes? Donc ça demande par contre un temps important, déjà de mise en place des équipements de mesure électrique, mais aussi à chaque fois, il faut rester plusieurs cycles pour avoir quelque chose de représentatif. Et quand on voit la quantité importante d'agitateurs, de pompes, de surpresseurs, de compresseurs qu'il y a sur une unité, vous pouvez tout de suite imaginer que c'est des choses qui sont chronophages. Donc pour une première approche, c'est vrai que ça nous a paru comme peut-être un petit peu luxueux que de faire ces mesures détaillées, même si ça permet après d'avoir une photographie sur quelle est la répartition de la puissance, mais sur une première approche, sur un premier audit, c'est peut-être pas là où on va trouver les plus grosses, comment dire, les plus gros impacts et les plus grosses réponses. On va passer à la suite, je vais vous montrer un petit peu quelques exemples de ce qu'on a pu trouver. Alors avant ça, il y a une réflexion qui a été menée sur les catégories de moteurs IE, j'en parlerai pas plus parce qu'elle n'est finalement pas forcément retenue dans le cahier des charges, mais on s'est posé la question, est-ce qu'un moteur qui n'est pas IE3, IE4 doit être remplacé? Quel est l'intérêt par rapport à l'économie d'énergie qui va être apportée? Et la conclusion, c'est qu'un moteur qui marche, il n'est pas opportun de le changer tant qu'il est encore en fonctionnement. Et par contre, lorsqu'arrive la maintenance, lorsqu'il arrive la révision ou surtout le remplacement parce que le moteur est en fin de vie ou abîmé, là, il est important d'insister pour avoir une catégorie la plus élevée possible, donc IE3, mais idéalement IE4, et que pour ceux qui sont en phase encore de conception-construction, il est opportun de payer peut-être le petit supplément que le constructeur va demander pour avoir des moteurs IE4, parce que finalement, sur les 15 ans de vie du site, l'impact va être assez important. Voilà, donc un impact important, mais qui ne justifie pas non plus de remplacer un moteur qui est encore en marche.
Alors, pour finir, du coup, et comme ça, prendre un peu de temps pour les questions, on a quelques exemples d'anomalies ou d'optimisation qui ont été détectées grâce à l'analyse de la maintenance, mais aussi et surtout des consommations électriques. On a pu voir, par exemple, sur un des sites que 2 agitateurs avaient des consommations et des intensités anormales, avec un déséquilibre important ou un appel important au démarrage. Alors, ça peut venir d'un réglage malheureux ou inadapté au niveau du variateur. Ça peut venir aussi d'un encrassement ou de difficultés à l'intérieur de la cuve. Et donc, en tout cas, c'est quelque chose qui permet d'identifier, attention, ces 2 agitateurs, potentiellement, ce sera les prochains qui vont casser. D'où l'importance d'aller les surveiller avant. On a pu, alors, quelque chose d'assez intéressant, ça se traduit en milliers d'euros, ce type pour ne pas dire plus que ça, d'identification, c'est qu'on a pu voir que le compresseur biogaz avait une consommation un petit peu trop élevée. Et en cherchant, en regardant, on a pu identifier qu'une des soupapes de sécurité haute pression, donc en sortie de compresseur, était fuyarde. Et donc, à partir du moment où on a travaillé sur ces fuites, ça a eu un passage de 76 à 72 kW pour éviter qu'une partie du gaz soit perdue au niveau de cette soupape mal réglée. Donc ça, c'est assez important puisque finalement, c'est en analysant les consommations et en identifiant des consommations finalement anormales qu'on a pu investiguer. Un passage avec une caméra infrarouge aurait pu aussi aider, mais attention, ça arrive assez souvent d'avoir des rejets de soupape qui sont renvoyés dans les off-gaz, et quand c'est le cas, on n'arrive pas forcément à voir avec une caméra infrarouge si dans le off-gaz, il n'y a pas des rejets de soupape anormaux. Bon, ça reste assez particulier comme problème, mais voilà, c'est des choses qu'on a pu identifier. On a pu voir aussi des pertes de charge anormalement hautes, donc filtres encrassés ou échangeurs encrassés. Ça, c'est surtout sur des sites qui ont plus de 5 ans. On a pu identifier que des pertes de charge donc de plus que 20 millibars, donc ce qui faisait qu'au niveau du surpresseur et au niveau du compresseur, il y avait une surconsommation inutile. Et donc la question s'est posée déjà de nettoyer l'échangeur, mais aussi peut-être de le remplacer, puisqu'on peut avoir notamment sur l'échangeur à plaques des colmatages qui ne sont pas récupérables. Donc ça, c'est surtout sur les sites de plus de 5 ans. Donc sur les 2 sites, on a pu identifier des intérêts à travailler sur les pertes de charge anormales. Et enfin, on a aussi vu sur un des sites une régulation qui pouvait être optimisée puisque le surpresseur avait une consigne très élevée de surpression, et après il y avait un détendeur, donc il y avait finalement quelques dizaines de millibars en trop et inutile. Donc on a proposé à l'exploitant de régler le pilotage de son surpresseur de façon un peu plus basse, de façon à éviter de comprimer, surpresser pour détendre juste après. Donc voilà, ça c'est par exemple un exemple c'est entre 600 et 1000 euros par an gagnés juste pour un petit changement de réglage. Donc voilà, je vous propose, effectivement, il nous reste quelques minutes. S'il y a des questions, des remarques, je peux en prendre quelques-unes. Merci Maxime. On va passer assez rapidement à l'intervention suivante. Juste peut-être la question d'Alice Solstice du CTBM. Pardon. Est-ce que gros travail pour cette étude déjà, c'était déjà une félicitation. Et quel mode de diffusion est prévu pour propager ces bonnes pratiques? Est-ce que Maxime, vous savez si ça pourra être partagé plus amplement? Alors, il faut voir côté AMF s'ils ont le souhait comment ils veulent diffuser le cahier des charges. Après, c'est vrai que c'est pas vraiment des bonnes pratiques là, qui ont été identifiées, c'est plutôt un cahier des charges, des questions à se poser. Nous, ce qu'on observe, alors là, je prêche un peu pour notre activité, mais c'est que forcément, une intervention, surtout sur les premières, on arrive assez rapidement à les rentabiliser, puisqu'on trouve toujours un petit réglage à changer, et donc on arrive toujours facilement à trouver 1000, 2000 euros d'économie, ce qui permet de justifier le temps passé. Et donc, l'intérêt de diffuser et de partager le cahier des charges peut aider à trouver des bureaux d'études comme ça, un peu comme CH4 Process, qui peuvent faire ce type de job. Effectivement, je vois les questions sur les coûts d'études. Des études comme ça, il y avait un objectif de rester sous la barre des 5000 euros et de plutôt tendre vers 2000 euros. Donc, suivant le nombre d'options que vous proposez, que vous demandez, c'est des études qui vont être entre 2000 et 5000 euros.
Et pour répondre je vois aussi la remarque sur les C2E, il y a effectivement lors de l'investissement des C2E qui peuvent être obtenus. Alors, généralement, les C2E permettent de payer en partie la différence entre un IE3 et IE4. Ça ne paye pas la totalité de la différence de prix, mais ça permet de payer à peu près un tiers, la moitié de la différence de prix. Mais c'est vrai qu'il faut par contre être accompagné par quelqu'un prêt à racheter les C2E. Donc ça, c'est quelque chose qui se pratique assez souvent dans d'autres milieux industriels. Mais c'est vrai que c'est assez peu pratiqué les C2E sur le biogaz à méthanisation. J'en ai fait quelques-uns, moi, quand j'étais en cogé à l'époque, mais c'est vrai que c'est pas très souvent. Et alors, voilà. Et après, ce que dit Alice, c'est qu'effectivement, les C2E en plus ne sont pas toujours accessibles. Alors voilà, il faut voir comment c'est découpé. J'en ai déjà eu fait sur de la cogé, mais c'était il y a 5-6 ans. Très bien. Merci beaucoup, Maxime. Je vous propose d'avancer pour la prochaine intervention. Je vais demander à Mathieu Peter-Schmidt de nous rejoindre de la société EcoAdapt qui a donc répondu à un appel à projet monitoring des unités lancé par GRDF. Merci Mathieu d'être présent avec nous. On vous laisse une petite dizaine de minutes pour nous expliquer ce qu'est la solution EcoAdapt adaptée justement à la méthanisation. Eh bien, merci beaucoup, Michael. Et donc, effectivement, comme Michael le dit, EcoAdapt a répondu à un appel à projet il y a quelques mois maintenant et a été sélectionné, a été parmi les lauréats sur une solution de maintenance prédictive. Alors, EcoAdapt, en fait, on est né il y a 8 ans maintenant. On est une entreprise parisienne d'une quinzaine de personnes et on travaille en fait dans le domaine de l'IoT. Donc, on a développé une première solution il y a quelques années pour la supervision en fait des consommations d'énergie et de la qualité des alimentations des installations. C'est celle qu'on voit sur la gauche. Et aujourd'hui, on va parler donc de maintenance prédictive à droite. Et donc, on va pouvoir passer à la suite. Alors, pourquoi la maintenance prédictive et en particulier, pourquoi celle des machines on en a déjà un petit peu parlé avec Maxime juste avant, c'est qu'il y a un certain nombre de machines qui sont critiques dans toutes les installations. Alors, c'est vrai pour le biométhane, mais c'est vrai également, alors il y a des images de trains, d'éoliennes, c'est vrai aussi dans les installations qui reçoivent du public avec ne serait-ce que des escalators. En fait, toutes ces machines, quand elles tombent en panne, évidemment, c'est beaucoup de problèmes. Et alors, sur la slide suivante, on voit quelques chiffres qui sont tirés, en l'occurrence, d'un parc éolien. Il y a eu plutôt une très bonne disponibilité sur ces machines-là. 97% du temps, donc 97% de l'année, elles tournent, mais il y a 3% durant l'année où, en moyenne, une éolienne de ce parc-là est à l'arrêt. Et parmi en fait ces pourcents d'arrêt, il y en a un certain nombre qui sont imprévus et donc qui génèrent un certain nombre d'actions menées en urgence, qui génèrent des difficultés d'approvisionnement de pièces de rechange et également qui empêchent la production d'électricité. Alors, si on transpose ce problème-là dans le biométhane, il va y avoir de la même manière un certain nombre de machines qui vont être très critiques et d'autres probablement un peu moins. Et on va pouvoir peut-être s'aider d'une matrice qui a été présentée juste avant pour vous cibler un petit peu les machines qui sont critiques. Elles peuvent changer en fonction du vécu des machines, etc. Mais ça, c'est une bonne démarche à avoir, c'est de cibler quelles sont les machines qui sont critiques pour la production, quelles sont celles qui vont coûter le plus cher à réparer. Et donc, c'est ça que EcoAdapt se propose d'attaquer avec sa solution PredictAdapt. Et donc, exactement comme pour le monitoring de l'énergie, on utilise en fait les signaux électriques. Et alors, c'est ce qu'on va voir dans la slide suivante. On a tous en tête en fait une alimentation triphasée sur ces machines-là, bien lisse, sinusoïdale. On l'apprend à l'école pour ceux qui ont fait des études techniques. Et en fait, en réalité, si on clique encore une fois, on voit ce qui se passe, c'est qu'il y a des altérations dans ces signaux électriques, des altérations qui peuvent être assez fortes. Alors là, c'est un exemple un petit peu trivial qui est présenté, mais vous avez en fait un certain nombre d'altérations qui sont tout simplement liées à l'état de santé de l'équipement qu'on est en train de mesurer. Ça peut être lié à l'état de santé de la partie électrique, donc tout ce qui est alimentation, un variateur de vitesse, un bobinage du stator qui est endommagé, mais il peut y avoir aussi des altérations qui sont liées à la partie mécanique. Et c'est ce que je vais détailler un petit peu plus dans la slide suivante, parce que je pense que l'électrique,
ça fait sens, tout le monde se dira oui, je réalise qu'on peut monitorer l'état de santé électrique en regardant ces signaux-là. Pour la partie mécanique, et donc tout ce qui est par exemple roulement ou alignement moteur-charge, je vous renvoie en fait à une analogie qu'on utilise souvent, qui est celle du cycliste qui emprunterait un vélo qui a une roue voilée. Eh bien, ce cycliste va le sentir dans ses jambes, hein. Il va sentir que sa roue est voilée. Et alors lui, il en a une sensation un petit peu diffuse. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'explique pas forcément, mais si on essaie de le rationaliser, tout simplement, à chaque tour de roue, il va devoir pousser un petit peu plus fort dans ses jambes, fournir un couple supplémentaire. Et en fait, il se passe un petit peu la même chose dans un moteur qui fournirait de l'énergie à une machine qui serait par exemple légèrement désaxée. De manière très régulière, de manière périodique, il va devoir fournir un couple supplémentaire, et ça, il le fait en appelant un peu plus d'intensité. Et donc, c'est ça qu'on mesure de manière très précise, et on va dire à haute fréquence et à haute résolution. Et grâce à ça, on va voir sur la slide suivante tout un panel de signatures, en fait, que l'on connaît, que l'on a déjà préétablies, et qui nous permettent d'identifier des amorces de panne, aussi bien électriques, comme on le voit là sur cette première partie de slide, mais si on continue, également mécaniques, et même de process pour certaines machines. Et donc, on cite par exemple ici sur la dernière partie de ces slides la cavitation, qui peuvent abîmer les pompes. Et donc, à chaque fois qu'on va détecter en fait les signaux précurseurs d'un défaut de ce type, par exemple le défaut de roulement, eh bien, on va pouvoir prévenir l'opérateur et donc lui donner un certain préavis et lui donner l'opportunité de mettre en place une action de maintenance qui va lui permettre d'éviter un arrêt imprévu, sachant que voilà, il y a certains défauts qui peuvent évoluer très vite et d'autres beaucoup plus lentement. Donc ça, c'est aussi un petit peu le défi auquel répond notre solution, c'est d'échelonner un petit peu ces différentes réponses. Alors, slide suivante, on voit comment la solution se concrétise. Alors, vous avez une partie physique, hein, c'est du matériel à installer, mais ça se fait relativement simplement. Vous avez 3 transformateurs de courant qui se clipsent autour des câbles de puissance de la machine, et vous installez dans l'armoire électrique un boîtier électronique qui tient dans la main. Donc ça, l'installation se fait en un quart d'heure. Il n'y a pas forcément besoin d'arrêter la machine en fonction de sa tension. Ensuite, le boîtier va tout simplement procéder à des acquisitions des courants et traiter tous ces signaux en interne, en local, avant d'envoyer, alors souvent par 3G ou 4G, des données, ces indicateurs en fait, à notre plateforme web, plateforme auquel on donne accès à nos clients. Et c'est une plateforme sur laquelle ils peuvent visualiser l'état de santé instantané et puis on va dire la progression, la tendance des différents indicateurs de santé dans le temps. Certains clients, et c'est ce qu'on voit sur la droite du slide, nous demandent une intégration auprès de leur propre système de supervision. Donc c'est également possible, et on est en train de travailler pas mal sur ce sujet cette année pour rendre un maximum de plateformes, on va dire, courantes, compatibles avec les données que nous, on remonte. Et donc, on peut procéder à des intégrations, parce que le but, c'est pas de multiplier les interfaces de visualisation. Alors, sur la slide suivante, on voit justement un exemple de cette interface. Donc, elle est conçue pour être relativement simple à utiliser. Donc, on rappelle de quelle machine on parle. On a des jauges qui sont normalisées, donc qui sont échelonnées de 0 à 10 et qui représentent en fait l'état de santé instantané d'une sous-partie de votre machine. Par exemple, vous avez une jauge pour les roulements, vous avez une jauge pour l'état de santé du stator. Et typiquement, voilà, cette jauge-là va passer vers le orange et le rouge si jamais vous avez des problèmes, par exemple, de petits courts-circuits qui commencent à se faire spire-aspire, et avant que ça dégénère et que le court-circuit se fasse de phase à phase ou phase à la terre et que le moteur flash et devienne complètement inopérant. Alors, la solution, si on veut récapituler, slide suivante, est relativement simple d'installation et d'utilisation.
permet d'être utilisé donc en continu sur une machine et on a essayé d'avoir un positionnement relativement agressif en termes de coûts pour permettre de monitorer plusieurs machines à la fois sur une seule et même installation. Alors, sur la slide suivante, je crois qu'on voit en fait un certain nombre de nos références, on va dire, par lesquelles on a commencé, plutôt des gros industriels dans différents domaines, le transport, la gestion de l'eau, l'éolien, on en avait parlé un petit peu avec l'exemple au début, et puis la chimie. Et on commence aussi à travailler également avec des OEM, donc des équipementiers qui font des machines tournantes ou des machines plutôt électrotechniques. Et donc ça, on va dire, ça nous a permis de valider l'approche générale qui était de proposer ce type de service à différents opérateurs d'installation. Et aujourd'hui, donc, on commence à travailler avec GRDF et on a planifié, enfin, on est en train de planifier, alors justement avec l'interlocuteur suivant, Moritz, qui va intervenir d'ici quelques minutes, un premier déploiement sur ces installations. Donc dans le biométhane, et ce qu'on espère, c'est des cas d'usage qu'on détaille sur les slides suivantes. Donc par exemple, voilà, dans le cas d'une amorce de panne qui serait électrique, qui peut flasher à toute vitesse sur un stator, on va essayer de prévenir à l'avance l'opérateur pour lui dire attention, là on a des toutes petites amorces de court-circuit au sein du stator, c'est quelque chose qu'il faut changer. Et on va dire, si on cumule ça sur l'ensemble de la filière, alors on s'est amusé à calculer les économies potentielles qui pourraient être réalisées sur l'ensemble de la filière, on atteint des sommes astronomiques. Mais évidemment, donc c'est à détailler un petit peu installation par installation. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un arrêt de production qui est de quelques jours, l'installation de ce type de boîtier sera tout de suite rentabilisée. Un autre cas d'usage qui est également qu'on peut citer assez rapidement avant que je termine, c'est la montée du facteur de charge d'une installation. On s'est aperçu, nous, en fait, en arrivant, on va dire, un petit peu dans le secteur, c'est qu'il y avait un certain nombre d'installations qui avaient encore un facteur de charge qui était limité et qui était appelé à augmenter. Et quand on augmente ces facteurs de charge, nécessairement, l'organisation qui prend soin des installations, qui fait l'exploitation, qui fait la maintenance, va devoir être particulièrement attentive à ces machines qui vont être un peu plus sollicitées. Et en fait, dans ce cadre-là, en fait, nos boîtiers peuvent être, et notre solution de manière générale, peut être un facteur de sécurisation de cette montée en charge. Et donc c'est valable, voilà, pour les exploitations qui souhaiteraient on va dire produire un petit peu plus dans le futur. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Je crois prioritairement par écrit, hein. C'est ça, Michael? Oui, c'est ça. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu forcément de questions arriver. Moi, j'en ai une un petit peu. Vous disiez que vous travaillez. Alors, merci pour le propos qui est quand même relativement clair. Vous évoquiez du travail avec des équipementiers, alors de l'industrie en général. Est-ce qu'il est prévu de travailler avec des équipementiers spécifiques à la méthanisation pour peut-être justement avoir des produits relativement parfaits, ou en tout cas le plus parfait possible, pour leur permettre d'améliorer leurs produits qui seraient après mis en exploitation sur les unités? C'est des choses qui sont envisagées aussi de votre côté? Alors, exactement, c'est le bon mot, envisager, c'est-à-dire que c'est une méthode pour nous de distribution de la solution que l'on commence à exploiter. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore au catalogue d'équipementiers, on va dire, dédiés à la méthanisation. Par contre, c'est tout à fait envisagé et aujourd'hui, on est en train de systématiser un petit peu cette approche des équipementiers. Donc on espère pouvoir faire en sorte que dans le futur, quelqu'un qui vous vende un compresseur, par exemple, puisse vous proposer cette option-là de manière totalement intégrée avec sa machine déjà configurée et puis prête à l'emploi. Super, merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir. S'il y a des questions qui arrivent, effectivement, n'hésitez pas côté spectateur si vous souhaitez poser des questions sur le sujet. Écoutez, le timing est plutôt bon. Je vais proposer à Moritz Quack de nous rejoindre pour la suite. Alors, Moritz, en plus d'être un agriculteur méthaniseur, vous êtes quand même très impliqué justement dans différents groupes de travail
de la AMF. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'avoir votre témoignage un petit peu en conclusion de toutes ces, voilà, de ces solutions, de ces différents éléments qu'on a pu aborder pendant le webinaire. Voilà, pour nous dire un petit peu ce que vous vivez au jour le jour et ce que vous avez pu expérimenter aussi sur votre tour d'expérience sur votre unité de méthanisation notamment. Très bien, merci Michael. Donc, effectivement, Maurice Secloc, je suis agriculteur en Seine-et-Marne, dans une exploitation de polyculture élevage. Je suis installé avec mon frère et on a une unité de méthanisation en injection qui est donc en… Maurice, je vous arrête, j'ai l'impression que le son est un petit peu tronqué. Est-ce que vous pouvez peut-être vous rapprocher de votre micro ou rebrancher l'appareil? Je ne sais pas si ça ne concerne que moi. Mais c'est plus une question de débit, puisqu'on est ravitaillé par les corbeaux, donc je ne sais pas si oui. la 4G passe très bien. Vous m'entendez quand même? Oui. Je coupe la vidéo pour essayer d'optimiser une bonne la bande idée. passante. La bande passante. Très bien, merci. Donc, je disais, effectivement, exploitant d'unités de méthanisation depuis 2013 et effectivement membre de l'AMF qui aujourd'hui regroupe près d'un méthaniseur agricole sur 2 en France, ce qui nous permet d'avoir un peu d'échange, de visibilité et surtout de retour d'expérience. Je vais tenter de vous présenter avec mon installation très rapidement avec quelques exemples succincts. Ce qu'on va faire, c'est que je vais dérouler rapidement quelques outils que j'ai identifiés. Donc, parmi les 5 outils que j'ai identifiés, le premier, c'est établir un suivi analytique des coûts. Je vous explique très rapidement pourquoi. Le deuxième, c'est dresser des indicateurs de comparaison. Alors, quand je me lis, je m'aperçois que ça fait très procédurier et on est très loin du schéma agricole, mais dans notre activité, on doit se professionnaliser. Maurice, j'ai l'impression qu'on vous a perdu. Un, deux, un, deux. Alors, Michael, on va essayer de le joindre par téléphone. Quitte à le prendre par téléphone, je pense que ce sera peut-être un peu clair. Moi, en tout cas, effectivement, moi, sur le retour audio, il est quand même assez mauvais. Je ne voudrais pas perdre l'ensemble de nos participants sur ce retour d'expérience qui doit être très intéressant, effectivement. Alors, en attendant, est-ce qu'il y a une autre présentation ou sinon, on peut peut-être répondre à quelques questions C'est ça, je vais regarder s'il y avait des éléments. Moi, je remercie au passage Jérémy Priarolo sur lesquels il y a eu beaucoup de questions et Jérémy, tu as pris le temps de répondre à quasiment, je pense, l'ensemble des questions qui ont été posées, soit en direct ou soit à l'ensemble des participants. Donc, je crois que de ce côté-là, c'est plutôt bien répondu, je pense. Je ne sais pas si Maxime est encore avec nous, mais il y avait une question sur, en tout cas, une remarque sur la maintenance préventive. Il y avait une remarque qui disait oui pour la maintenance préventive, qui vient d'une exploitante méthaniseur qui s'appelle Lucie de Revier, qui disait oui pour la maintenance préventive, mais attention, si elle n'est pas bien faite, elle peut aussi coûter très cher. Est-ce qu'il y a une remarque particulière à faire par rapport à ça? Alors, ce qui est particulier, les maintenances préventives, il y a 3 types de maintenance préventive. Il y a la systématique qu'on fait sans se poser de questions à intervalles réguliers. Il y a la conditionnelle, celle où on a un seuil identifié et détectable et quantifiable du coup. Et la prédictive, celle sur laquelle on va plutôt analyser les tendances, appuyer sur son retour d'expérience et suivre des éléments comme des qualités d'huile, des vibrations, des températures. Quand on commence, on est généralement sur du systématique, c'est-à-dire qu'on va suivre un plan de maintenance et des fréquences d'intervention pour la maintenance préventive qui est souvent fixé par le constructeur, qui se met pas mal de sécurité. Moi, j'ai déjà vu des constructeurs qui demandaient à leurs exploitants de vérifier leurs capteurs tous les jours. À un moment, il faut être réaliste et demander des choses qui sont à l'échelle du temps qu'on a en face. Et c'est vrai que souvent, la maintenance commence de façon systématique et au fur et à mesure qu'on apprend à connaître son installation, on va passer sur du conditionnel. On va avoir un certain nombre de petits curseurs, d'éléments d'information qu'il ne faut pas dépasser. Et ça peut se traduire par des choses très simples comme je mets un marqueur sur mon manomètre, je note quelle valeur je ne dois pas dépasser sur une intensité. Et ça permet finalement de ne pas mal faire sa maintenance préventive en dépensant trop d'argent et en intervenant trop souvent.
Après, ce qui est certain, quand on dit mal faire sa maintenance, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire de ne pas avoir correctement consigné sa machine, c'est-à-dire ne pas avoir mis la machine en sécurité en ayant coupé l'alimentation électrique et en ayant également consigné mécaniquement. On peut se retrouver, si on n'a pas bien sécurisé la machine, à se pincer les doigts, pincer les membres, à se faire mal. Et donc, effectivement, la phase de consignation est extrêmement importante. La phase d'utilisation des bonnes pièces détachées, des bonnes pièces de remplacement est aussi essentielle. On ne peut pas bricoler et remplacer tout et n'importe quoi, surtout sur des sites biogaz où tous les matériaux ne sont pas adaptés. Et enfin, pour bien faire sa maintenance, il y a le fait de racheter les pièces qu'on a consommées, nettoyer et jeter un petit peu tout ce qui a été utilisé. Et enfin, de noter dans son cahier machine, dans sa main courante, ce qui a été fait. Et en fait, c'est tout ça qui fait que la maintenance est correctement faite ou pas. Donc voilà. Ah bah, apparemment, c'était ce que vous aviez en tête. Bon, parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques. Je vais essayer de les remonter. Je vous laisse aussi regarder en même temps, puisque vous en y avez accès aussi. Normalement, Moritz est en train de se reconnecter, donc devrait nous rejoindre dans un instant. Voilà, ça concernait plutôt Jérémy. C'était une remarque aussi sur le coût d'intrant qui a doublé depuis 15 ans et le potentiel de biométhane qui est retombé à 60% par rapport à la phase de début. Alors, c'était plutôt, je pense, une remarque plutôt qu'une question. Sinon, effectivement, je pense qu'on avait fait pas mal le tour des questions. Ouais, Mickaël, je peux peut-être répondre. Il y avait une question, il y avait plusieurs remarques en fait de Patrice Lejeune et de Jérémy sur le marché du CO2. Oui, c'est vrai aussi. En fait, je me suis probablement mal exprimé, mais en fait, pour nous, sur ce marché du CO2, oui, aujourd'hui, il y a un marché du CO2, mais en fait, on peut susciter encore, entre guillemets, une demande supplémentaire. On le voit bien dans les pays du Nord, que tu connais, Patrice. En fait, il y a en fait beaucoup plus de demandes de CO2, aussi parce qu'il y a moins de tensions sur le CO2. Et aujourd'hui, en fait, on constate des tensions donc, sur les prix du CO2 et des disponibilités qui ne sont pas forcément en fait, équivalentes. Et donc, l'idée, ce n'est pas seulement lorsqu'on va valoriser ce CO2 de se dire on met, entre guillemets, un module de valorisation, c'est aussi de trouver des acteurs du territoire qui vont, entre guillemets, consommer ce CO2 et peut-être des nouveaux acteurs, soit industriels, soit des serres agricoles qui, jusqu'à maintenant, forcément, n'étaient pas forcément, entre guillemets, séduits par ce CO2. Ouais, je crois que l'idée, c'est de dire, voilà, on ne fait pas de la valorisation de CO2 de principe, mais effectivement de bien le programmer et de l'animer pour trouver tout de suite les débouchés et ne pas se faire forcément de faux semblants là-dessus. Dans ce cadre-là, on va essayer avec GRDF, effectivement, et Bastien Prat, de pouvoir effectivement lancer un appel à projet, notamment en Bretagne, justement pour déterminer, identifier des acteurs du territoire pour consommer du CO2 et valoriser du CO2 d'unité de méthanisation. Super, merci beaucoup Sylvain. Moritz nous a rejoint. Est-ce que la connexion est meilleure, Moritz? Les corbeaux volent plus bas, donc le débit devrait être meilleur. Super, et le son est meilleur. C'est vrai que c'est meilleur en plus. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Non, mais c'est très bien pour présenter un peu les aléas qu'on peut rencontrer en informatique. On peut avoir les mêmes en exploitant une unité de méthanisation. Et il faut savoir effectivement toujours avoir une parade. Donc, un exemple concret de ce qu'on vit sur le terrain. Donc, je finis avec mes… Je ne sais pas quand ça a coupé d'ailleurs. Au début des outils d'optimisation, effectivement, ça semblait un peu procédurier, mais que dans votre métier d'agriculteur méthaniseur, c'est important aussi de mettre en place des procédures pour bien mener son installation. On en était à peu près là, je crois. Exactement. Et donc, anticiper les imprévus, c'est un exemple concret de ce qu'on vient de vivre, trouver des plans B. Le quatrième point, c'est garantir la production nominale, j'allais dire coûte que coûte, parce que on a vu beaucoup de choses théoriques, mais sur le terrain, si c'est pas rentable, ça marche pas. Et si on n'a pas de quoi rembourser la banque, ça marche pas non plus. Donc, ça, c'est un point important. Et le dernier, c'est chasser les dérives, là encore, avec quelques exemples concrets. On va pouvoir enchaîner avec les différents slides. Donc, next.
On va dérouler, next. Et donc, le premier point, c'est établir un suivi analytique de ces coûts. Alors concrètement, moi, ce que je conseille aux exploitants, même si ce n'est pas la majorité de l'éditeur aujourd'hui, hein, ce qu'il faut réussir à faire, c'est effectivement mettre en place un petit tableau tout bête où on arrive à avoir le chiffrage de nos coûts. Ceci, idéalement par poste. Quand je dis par poste, ça veut dire que déjà séparer la partie épuration, cogénération de la partie production de biogaz. Et dans l'idéal, si on le peut, dans la partie production de biogaz, aller même jusqu'au détail de l'incorporation, de ce que l'on appelle le transfert, et puis la dernière partie qui est l'agitation, puisque plus on arrive à avoir de dichotomie, plus on est précis et plus on arrive à savoir d'où vient le problème. Donc ça, c'est un des points indispensables. Le deuxième point, il a été évoqué par Jérémy tout à l'heure, mais c'est effectivement le coût des intrants. Très clairement, aujourd'hui, le marché est instant. Moi, j'ai écouté avec attention ce que disait Jérémy, mais je ne vois pas les cives baisser, je ne vois pas les intrants baisser. Il y a de plus en plus de méthaniseurs. Il y a des spécialistes du trading qui sont déjà en place depuis longtemps sur le marché, on va dire, parallèle qui existait avant, qui est celui de l'alimentation animale. Et les matières vont forcément être de plus en plus coûteuses. Et il faut bien choisir ces matières. Il faut bien étudier sa biologie, bien regarder son pouvoir méthanogène, se rendre compte qu'il peut y avoir des matières qui sont parfois coûteuses plus que d'autres, mais avec un pouvoir méthanogène plus important et une matière sèche plus importante aussi, qui seront plus intéressants, paradoxalement. Parce que mettre dans un méthaniseur un produit qui a une matière sèche très faible, c'est un produit qui va générer de l'eau, et l'eau, il va falloir forcément l'épandre derrière. Ça rejoint next le point suivant, le coût d'épandage, et chaque mètre cube à épandre coûte. Donc si on a un produit qui limite l'épandage, c'est gagnant pour l'amont et c'est gagnant pour l'aval. Voilà. Les coûts d'épandage, hein, très concrètement, s'il faut mettre des chiffres en face, on se trouve sur un chiffrage dans l'optimum, quelqu'un qui peut épandre avec un épandage 100 tonnes, très haut débit, autour de son exploitation, sur du 1,55 €, 1,60 € du mètre cube. Là où on va se retrouver avec du 7, 8, 9, 10, 12 € du mètre cube à épandre sur des sites qui sont décentralisés par rapport aux exploitations. À l'étranger, on monte même à 25. Là, le facteur important, c'est de dire c'est bien, mon installation est rentable. Alors, la présentation qui avait été faite tout à l'heure montrait qu'il fallait une certaine taille critique. Les installs qui sont en activité aujourd'hui, celles qui bénéficient d'anciens tarifs. Là, au contraire, j'allais dire que si on est petit, qu'on a moins de kilomètres à faire pour l'épandage, c'est mieux. Quand on est grand, plus on va vouloir grossir, plus on va vouloir passer en phase 2, ce que font beaucoup de méthaniseurs, et donc doubler ses intrants. Le coût d'épandage ne va pas doubler, il va tripler ou quadrupler parce qu'il va falloir aller plus loin pour aller épandre encore plus de surface. Et donc, ça peut vite avoir un facteur exponentiel. Alors, si on est à 3 € et qu'on a 10 000 tonnes, ça va. Si vous avez 40 000 tonnes et que vous êtes à 20 €, enfin, mettons même que 10 €, ça fait un sacré delta à la fin de l'année sur le portefeuille. Next. Donc, l'avant-dernier point, c'est la maintenance. En ce qui concerne la maintenance, très clairement, il y a une bonne partie de la maintenance que l'exploitant peut faire lui-même, une autre non. Mais il faut vraiment faire attention à ce qui est proposé aujourd'hui par les fournisseurs, puisqu'il y a des pratiques où on se retrouve avec des tarifs de maintenance ahurissants qui ne sont pas toujours justifiés. Donc, un peu de la même manière, une fois que l'exploitant arrive à acquérir son outil de travail, à le comprendre, il peut en prendre une partie à charge et s'apercevoir qu'il peut avoir une toute aussi bonne disponibilité à des coûts plus faibles. Next. Si on regarde le dernier point, c'est l'histoire de la main-d'œuvre. C'est un peu en lien avec le point précédent et d'une prestation externalisée. Et là, j'allais dire, c'est du cas par cas. Très clairement, il ne faut pas hésiter à mesurer le pour et le contre. Et pour certaines prestations, il sera plus judicieux de faire appel à un prestataire extérieur que d'essayer de le faire soi-même parce qu'on va perdre du temps, on va peut-être mal faire la chose et ça va coûter. Et puis, il y en a d'autres où on s'aperçoit que pour ce que c'est, ça a coûté très cher et il vaut mieux effectivement le faire soi-même. Next. Donc, si on enchaîne sur le deuxième point qui est celui de dresser des indicateurs de comparaison, maintenant qu'on a établi ce suivi analytique, on va pouvoir un peu concentrer ces informations. Alors, c'est tout bête, il n'y a pas besoin d'aller très, très loin. Vous prenez un petit tableur Excel et vous faites vos petites colonnes. La base pour un exploitant, je pense que c'est de le faire au moins par mois.
C'est-à-dire que je prends ma facture d'électricité, c'est tout bête, hein, je prends ma facture d'électricité, je note combien j'ai de kilowatts, je note quelle était ma production, combien j'ai produit dans mon mètre cube de biométhane ou de kilowatts électriques, et puis je fais des ratios tout bêtes. Je fais la même chose avec mes intrants. Et puis dans ce petit tableau, ces indicateurs, je vais aussi noter les coûts liés à mes pannes, donc le coût de perte d'exploitation, mais le coût aussi de la pièce. Et je vais faire ça mois par mois, et je vais pouvoir tout de suite avoir une tendance. Une fois qu'on a un peu plus d'expérience, on va pouvoir en plus compiler plus largement, donc par année. On va utiliser bien évidemment son bilan comptable, qui est un point assez fondamental et important pour l'économie de l'entreprise et puis pour assurer les banques. Mais on va aussi se faire son petit reporting avec d'une année à l'autre, voir des choses, mesurer des dégradations qu'on ne verrait pas forcément d'un mois à l'autre justement, mais qu'on va pouvoir observer d'une année à l'autre. Bon, c'est un truc tout bête, mais pour ceux qui font de l'épuration, la majorité utilise une technologie de filtration dite membranaire et on ne va pas forcément visualiser la performance, la perte de performance qui va être infime dans le temps. Mais peut-être que entre 2018 et 2021, je suis 5-10% moins performant. Et si on a étudié tous les éléments avec ce qu'avait présenté par exemple Maxime tout à l'heure et que ce n'est pas lié à ces pièces-là, c'est peut-être mes membranes. Et donc, grâce à ces indicateurs, on va pouvoir effectivement détecter les défaillances. On va aussi l'avoir sur des comparaisons qu'on peut faire avec d'autres sites. Alors, d'autres sites, c'est plus difficile sur le papier. On ne va pas comparer forcément tous ces tableaux Excel. Mais clairement, c'est typique des échanges qu'on peut avoir au sein de l'AMF. Hein. C'est l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Dans l'association, l'objectif, c'est de pouvoir tous se mettre autour de la table et d'échanger sur certains points précis. On peut le faire aussi avec ses voisins, on peut le faire lors de rencontres régionales, mais cette possibilité de ne pas s'isoler, de pouvoir comparer à d'autres est très importante et ça va permettre justement de déceler des failles sur son installation. Le dernier point, il a été évoqué rapidement, mais c'est un outil qui a été mis en place par GRDF, qui a été présenté par les journées GRDF Biooptimisation le mois dernier à travers toute la France. Cet outil Métacompare, moi je le trouve vraiment très intéressant. Je n'ai rien à y gagner, hein, mais je tiens à en faire la promotion parce que d'une part, il y a le respect de la confidentialité qui est très important pour nous, méthaniseurs qui avons aujourd'hui tout le REX. Et en fait, plus il va être renseigné par les utilisateurs, avec des données assez basiques, hein, par mois et par année, justement, hein, ça reprend en fait ce qu'on fait déjà un peu dans nos exploitations, on va avoir une pertinence de comparaison par rapport à d'autres. Donc, ça va être d'autant plus intéressant de pouvoir faire un comparatif s'il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc, cet outil Métacompare, on pourra en reparler ultérieurement à travers les discussions ou même après. C'est un super outil qui a tout intérêt à se développer pour qu'on puisse justement repérer là où on peut optimiser les coûts de nos installations. Maurice, je nous invite à prendre peut-être 5 minutes parce qu'on a pris un peu de retard et il faudrait laisser nos participants faire une petite pause avant la suivante. Si on peut se donner 5 minutes peut-être pour conclure, excusez-moi un petit peu de pousser un petit peu. Eh bien, allons-y. Donc, anticiper les imprévus, ça je le fais de façon très basique, mais effectivement, le plus classique, c'est la fameuse checklist qu'on fait et tout exploitant va vite se rendre compte que, par exemple, je prends le facteur auditif, qui permet de détecter très rapidement, une fois qu'on a l'expérience, des anomalies. C'est vrai sur l'olfactif, c'est vrai sur le visuel. Faire de la maintenance préventive, on peut la faire avec des outils très bêtes qui sont disponibles sur Internet. Hein. Là, j'ai mis un logo de Trello. Ça permet justement de se faire des rappels et de ne pas les oublier. Et puis, avoir des pièces critiques, c'est bien d'avoir un contrat de maintenance. Pour ce qui est des pièces critiques, clairement, tout au long de l'installation, constituer son stock de pièces parce que vous pourrez faire ce que vous voulez avec n'importe quel contrat de maintenance. Vous n'irez jamais aussi vite qu'en ayant les pièces directement sur place. Donc, ça reste pour moi un indispensable. Next. En ce qui concerne la garantie de la production, moi, ce que je conseille vivement auprès des utilisateurs, c'est minimum d'avoir un surdimensionnement de son épurateur de 20% par rapport au CMAX. Donc, avoir un épurateur qui soit capable de faire au moins 120% pour rattraper les retards, parce que ce n'est pas en faisant du 130 sur autoroute que je vais finir à une moyenne de 130. Donc, il faut pouvoir se permettre d'aller au-delà du CMAX. Il faut faire un suivi très précis de sa production, en particulier de sa biologie, et faire son suivi de post-tac, pas forcément avec le constructeur, mais ça coûtera moins cher de le faire soi-même, mais ça sera plus réactif, que ce soit avec le pH, avec le pouvoir tampon,
C'est des facteurs qui sont vraiment primordiaux, surtout quand on a une biologie multi-intrants. Donc ça reste un indispensable à mes yeux et ça permet d'anticiper, d'éviter des pannes qui peuvent être lourdes. C'est quand on a des maintenances lourdes, justement, de ne pas hésiter, puisqu'on a un CMAX qui est mensualisé, à le faire à cheval sur 2 mois. Hein, ça permet de se limiter que sur on va être une journée par mois et de plus facilement rattraper son retard. Et puis, quand on a son tableau d'avancement et de suivi, je pense qu'au 15 du mois, il faut au moins avoir 5% de RAM. Ça me paraît être indispensable pour assurer le mois tranquillement et vivre moins stressé. Next. Une bonne capacité des gaz bacs, ça c'est aussi important parce que quand on a une maintenance, ça évite les déperditions, ça évite de perdre de la matière, ça évite de torcher et c'est toujours mieux. C'est un surcoût, mais à mon avis, qui est quand même assez vite payé et couvrir son digesteur, son digesteur et son stockage, pour moi, c'est un indiscutable lorsque je mets en place un projet. Et puis avoir de la redondance, alors ça va à l'encontre de ce que disait Jérémy en introduction, mais c'est vrai que très clairement, ça fait partie des outils qui permettent à l'exploitant de vivre plus sereinement, d'être un peu moins stressé. Et je peux vous dire que la pression en tant qu'exploitant est assez grande. On fait du H24/7/7, souvent à une seule ou 2 personnes. Et donc, cette redondance, aujourd'hui, moi, je ne m'en priverai pas. Et si, pour certains postes, je suis obligé de m'en priver, je réfléchirai toujours à un plan B pour pouvoir isoler une cuve, par exemple, et la remplacer par une autre. Chasser les dérives, très rapidement, c'est vous dire que oui, le diable est dans le détail, hein, on enfonce des portes ouvertes, mais une petite panne, on arrive à la compenser. Mais si on la laisse traîner, ça enchaîne vite sur une deuxième qui va être contraignante et qui va très vite être bloquante. Et quand on laisse ce petit détail, au début on le voit, après on le laisse, on ne le voit plus. Et typiquement, c'est quand le voisin déboule et qu'il fait un petit tour et qu'il dit « Tiens, c'est marrant, tu as laissé ça comme ça », qu'on se dit c'est vrai que j'aurais dû corriger ça plus rapidement. Ne rien laisser traîner donc, avoir les bons outils de mesure. Là, j'ai mis l'exemple du biogaz 7, qui est un outil qui est très pratique et qui est multifonctionnel, mais qui permet de mesurer le biogaz en portatif sur son digesteur, son post-digesteur, sa cuve de stockage, mesurer des deltas de pression sur sa chaudière. Enfin, voilà, il y a des outils relativement accessibles qui nous permettent de faire un bon suivi technique de l'installation, et ça, c'est vraiment primordial. Et puis après, le dernier point, c'est se fixer des limites à ne pas dépasser. J'ai mis en dessin l'histoire du syndrome de la grenouille que certainement beaucoup connaissent, mais c'est très, très, très révélateur. Quand je parlais du faux stack tout à l'heure, si vous avez le malheur de regarder votre pH qui tend tout doucement vers la baisse, 7,7, 7,6, oh, pas grave, 7,65, ça passe. Vous dites, c'est moins 0,5 par rapport à la fois d'avant. Non, c'est là qu'il y a une erreur. C'est si jamais vous descendez trop bas, vous fixez des seuils à ne pas dépasser pour ne pas vous faire avoir par ce syndrome et prendre en charge ce qui va permettre de ne pas aller à la casse. Voilà. Merci. Les 5 minutes sont passées. C'est bon, ouais, désolé Moritz, c'est juste pour pouvoir rendre l'antenne en temps et en heure. Juste une petite question, alors c'est peut-être pas l'objet de développer ça, mais je pense que vous avez suscité quelques questions avec l'outil MetaCompare. Est-ce qu'en quelques secondes, vous pouvez répondre éventuellement sur si vous savez combien d'agriculteurs aujourd'hui ont alimenté cet outil à ce stade, mais c'est sans doute en développement, et éventuellement si vous avez des objectifs en tête de cet outil. Les objectifs qu'on s'est fixés sur MetaCompare, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dizaine de méthaniseurs qui sont appropriés l'outil et qui l'ont renseigné. En partenariat, dans la convention de partenariat qui est entre GRDF et l'AMF, l'idée, c'est d'en avoir une 50aine en place d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé au sein de l'AMF, sachant que MetaCompare n'est pas du tout limité à l'AMF et ouvert à tout utilisateur, à tout exploitant d'unité de méthanisation. Et celui que ça intéresse peut s'inscrire. Et s'il y en a 1000 demain, c'est absolument pas un souci, bien au contraire. Okay. À préciser que c'est anonyme. Hein. Et c'est anonyme, oui. Donc tout le monde peut participer. Je le répète, ce que je disais en introduction sur cet outil, c'est anonyme et c'est vraiment bien spécifié. Et donc, c'est respecté puisque j'ai pu tester moi-même le produit. Et l'objectif est bien de détecter des postes, entre guillemets, anormaux et de réduire soi-même, en fait, quelques postes, entre guillemets, de charge d'exploitation. Merci Sylvain. Merci beaucoup Maurice pour ce retour d'expérience. Alors on voit bien que c'est un sacré art aussi de piloter une unité de méthanisation et qu'il faut bien effectivement s'armer de tous les outils possibles et disponibles et éventuellement de se faire accompagner aussi par des professionnels sur certaines prestations
et effectivement, l'ensemble de la filière est disponible aussi pour ce type d'approche. Merci beaucoup. Je vous propose de conclure pour pouvoir laisser un peu la place libre pour la prochaine conférence sur la professionnalisation de la filière qui va démarrer à 16 h. Je voudrais remercier effectivement l'ensemble des intervenants qui étaient là cet après-midi, d'avoir pu dégager du temps et la préparation pour nous donner ces éclairages sur la restitution de ces travaux. Je remercie également Pascal Garçon de GRDF, avec qui a été dans l'ombre, mais avec qui on a pu organiser, qui m'a beaucoup appuyé pour organiser cette conférence. Et effectivement, l'ensemble des présentations et retransmissions seront disponibles via le salon dans les tout prochains jours. Merci beaucoup pour toutes ces questions aussi posées. Je pense que la plupart, on a pu y répondre ou les remarques qui ont été effectuées. Donc voilà, au plaisir de vous revoir physiquement très bientôt, peut-être cet été. Le salon Bio 360 vous tiendra au courant très rapidement de ce qui se prépare. Voilà. Merci beaucoup. On va pouvoir rendre l'antenne et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Michael. Merci pour l'animation. Très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.